Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. D'abord, il est le vulgarisateur scientifique francophone ayant le plus grand nombre d'abonnés sur YouTube. Et il représente la nouvelle génération de l'émission C'est pas sorcier. C'est Dr Nozman qui est notre focus du jour. Et on découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Votre chronique aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors je vais vous parler d'un ouvrage qui est sur le point de paraître en français aux éditions des Presses du Réel. Son auteur, il s'appelle Jonathan Crary, il est prof d'esthétique à New York. Son titre, le titre de l'ouvrage, L'écorchement du monde. Et pourquoi je vous en parle? Eh bien parce que cet ouvrage essentiel nous permettra de comprendre tous les enjeux théoriques de notre économie de l'attention. On découvre ça avec vous dans un instant, Jeanne. Merci beaucoup. Et puis c'est notre grande question du jour. Vous le savez, le digital recrute à pleine vitesse, mais pour beaucoup, les métiers du numérique restent encore un mystère. Alors on va tenter aujourd'hui de devenir un collab sur les métiers qui recrutent et découvrir quelques conseils d'experts pour percer justement dans ce secteur. On en parle avec notre invité tout de suite, Bertrand Jonquois. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes notamment l'auteur de Je trouve un job dans le digital, les métiers qui recrutent et des conseils de pro pour réussir. C'est chez Duno. On en parle dans un instant, juste après le focus. Il est considéré comme étant le Jamy des temps modernes, vulgarisateur des sciences. Il jongle entre humour et sérieux pour devenir en 2017 le numéro 1 des vulgarisateurs scientifiques francophones sur Internet. Focus aujourd'hui sur Dr Nozman avec Jean Martineau. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une addiction, pas n'importe laquelle, vraiment une drogue très mystérieuse. Une addiction qui provoque une sensation d'euphorie intense chez les personnes dépendantes, qui les pousse à vouloir prendre de plus en plus de risques pour maintenir le même niveau d'excitation et qui est capable de provoquer chez eux de forts épisodes de manque. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre l'addiction au jeu d'argent. Il s'appelle Germain Olivry et en 2011, ce Breton alors âgé de 21 ans lance sa chaîne YouTube sous le nom de Dr Nozman. Expérience, découverte, explication et cassage de mythes, Dr Nozman remet le monde scientifique au goût du jour. Celui pour qui la science n'attend pas, mais un point d'honneur à faire découvrir de nouveaux objets à ses abonnés, mais également à ses amis qu'il n'hésite pas à inviter. Salut à tous, ici Nozman. Aujourd'hui, je suis avec Amixel. Ça va? Ça va? Tranquille. Et moi, en fait, je voulais faire un petit bilan, tu vois, de tous les objets scientifiques que j'ai présentés sur la chaîne. Ouais. Et je voulais finalement te les faire tester tous un par un. Bon, Alexandre, est-ce que t'es prêt? Je sais pas. On va voir. C'est ton baptême de la géode aujourd'hui finalement. Salut Lucas, bonjour. Ça va? Ça va? Ça va, ok, je vais te faire tester ce qu'on appelle un gyroscope de super précision, ok? Plus d'une décennie après son lancement, Nozman possède des chiffres colossaux, plus de 4 700 000 abonnés sur YouTube où il cumule près d'1 milliard de vues, plus de 1 900 000 sur TikTok et 1 million sur Instagram. Dr Nozman est devenu malgré lui la référence scientifique des jeunes. Chacune de ces vidéos est au préalable vérifiée par des docteurs, doctorants et spécialistes dans le domaine. Ces vidéos sont donc sans risque, un moyen d'assouvir sa curiosité. En fait, il y a deux aspects. Il y a la notoriété et aussi la notoriété d'un point de vue vulgarisation scientifique. Aux yeux de pas mal de profs, d'institutions, de labos, de fac, je suis genre un peu la référence, on va dire, du contenu scientifique. Il y a plein de profs qui utilisent mes vidéos, il y a plein d'études qui me citent. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai reçu une étude sur la consommation de la vulgarisation scientifique, c'est une étude québécoise, et je suis cité à tous les étages, tu vois. Il y a cette notoriété publique dehors, des gens, et il y a aussi, d'un point de vue un peu académique. Celle-ci me fait un peu plus stresser parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur, il ne faut pas se tromper et tout, c'est diffusé dans des écoles, dans des classes et tout ça. À la tête de la plus grosse chaîne YouTube scientifique de France, Dr Nozman n'était pourtant pas destiné à être le nouveau prof des réseaux. Atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, il a longtemps été en échec scolaire. Celui qui n'est ni docteur ni même bon en sciences a juste laissé place à sa curiosité pour s'instruire et sa créativité pour fidéliser son audience. Comme d'habitude, à très bientôt, à la prochaine, car la science n'attend pas. Bye. Allez, autre chose maintenant, on va parler du digital. Digital qui bouleverse le marché de l'emploi avec des métiers en pleine expansion, mais souvent méconnus. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment trouver sa voie dans cet univers en constante évolution. On va plonger dans les coulisses du recrutement à l'ère du numérique avec un focus aujourd'hui sur les métiers qui recrutent le plus et les compétences clés à développer aussi pour entrer dans ce marché. On en parle tout de suite dans la première partie du talk.
Et donc aujourd'hui, je rappelle à nos côtés pour en parler Bertrand Jonquois, et je rappelle votre livre « Je trouve un job dans le digital, les métiers qui recrutent et des conseils de pros pour réussir ». Ça, c'est publié chez Duno. Avant, je voudrais, si vous voulez bien, que vous nous racontiez l'origine de ce livre et puis quelques mots sur votre parcours aussi, parce que c'est important pour comprendre la suite de ce dont on va parler. Avec plaisir. Donc effectivement, j'encadre des étudiants au pôle Léonard de Vinci qui font du digital, qui font du marketing et de la data. Et l'idée du bouquin, c'était de répondre aux questions qui m'étaient posées par ces étudiants. C'est quoi un SEO manager? C'est quoi un data scientist? C'est quoi la différence entre un data scientist et un data analyst? Voilà, c'est des questions qui revenaient tout le temps. D'accord. Donc avec une de mes étudiantes, une ancienne étudiante, on a décidé de créer un podcast. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et donc on a interviewé 80 personnes. 80 métiers, et à partir de ça, j'ai décidé, il y a quelques mois maintenant, d'écrire ce bouquin pour essayer de faire une synthèse et surtout de dire quels sont les 25 métiers qui recrutent le plus. Donc on y trouve effectivement à la fois ces métiers qui recrutent le plus, et puis des présentations aussi de métiers qui parfois, dont on n'a pas entendu parler. Vous commencez d'abord, je voudrais en parler avec vous, le livre par un constat, c'est que le digital, le numérique, ça recrute massivement, mais c'est quoi l'ampleur de ce recrutement ? C'est une vraie interrogation, et ça a été assez long de travailler sur ce sujet parce qu'il n'y a vraiment pas de statistiques globales. D'accord. On a des statistiques sur certains types de métiers, sur certains secteurs, mais pas une vision globale du numérique. Or, le numérique, c'est à la fois de la data, de la cybersécurité, de l'intelligence artificielle, mais aussi de la création, du design. Voilà, donc c'est assez large. Et donc, la meilleure analyse, je crois, elle a été faite par un certain nombre de scientifiques qui ont travaillé là-dessus et qui donnent des chiffres publiés par l'Institut Montaigne qui sont vraiment intéressants et qui disent, grosso modo, il y a à peu près 1 million de jobs aujourd'hui dans le digital. Et il y en aura... Qui sont disponibles. Qui sont déjà disponibles, D'accord. dont 10% ne sont pas pourvus. D'accord ? Donc ça veut dire qu'on est déjà dans un monde en tension sur ce sujet. Mais il y a aussi une autre statistique qui me semble intéressante et qui répond à votre question. Il y en aura 1,6 million à l'horizon 2030. Donc ça veut dire qu'on va chercher 600 000 personnes en 5 ans. C'est absolument colossal. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai fait ce bouquin en disant comment on fait pour trouver ces gens, comment on fait pour former ces gens, comment on fait pour les accompagner. Alors justement, parce que vous le dites aussi très justement, les métiers du digital, ils restent quand même assez méconnus, même parmi ceux qui sont intéressés par ce secteur. Oui, alors ça, c'est un peu le paradoxe. C'est-à-dire que c'est des métiers qui recrutent beaucoup, il y en a beaucoup, il y a déjà beaucoup de monde qui travaille dedans, mais c'est très méconnu. Je pense que la première raison, c'est que d'abord, c'est des métiers qui vont très vite, qui changent très vite, qui évoluent à une vitesse incroyable. On n'a pas de stabilité comme on peut l'avoir dans d'autres secteurs. Si je prends un exemple, on va parler des réseaux sociaux. Il y a 10 ans, personne ne s'occupait de travailler sur les réseaux sociaux. Maintenant, c'est un monde énorme. Si je prends un autre exemple, la cybersécurité, il y a 5 ans, personne ne s'occupait vraiment de la cybersécurité et on recrute énormément. Et un autre exemple, l'intelligence artificielle, on va sûrement en parler. Bon, il y a 2 ans, personne ne parlait de ça et aujourd'hui, ça recrute beaucoup. Donc ça veut dire que la première chose, c'est que les gens ne connaissent pas ces métiers parce que ça évolue très vite, que ça change très vite. La deuxième raison, c'est qu'il y a quand même un jargon. Donc ça veut dire des acronymes, on va retrouver des UX designers, des SEO managers, voilà, des mots qui ne sont pas forcément clairs pour les gens. Et puis aussi beaucoup d'anglicismes, puisque c'est quand même des métiers qui viennent principalement d'outre-Atlantique au départ. Donc ça explique en grande partie pourquoi ces métiers ne sont pas connus. Donc vous nous l'expliquez, il y a un vrai décalage entre les opportunités professionnelles et la compréhension du marché et de ces métiers par le grand public. Aujourd'hui, pour peut-être les jeunes qui nous regardent et qui nous écoutent, quels sont les principaux freins, selon vous, que rencontrent les jeunes quand ils souhaitent se lancer justement dans une carrière du digital? Est-ce que c'est la formation qui n'est pas forcément adaptée à ces nouvelles technologies qui sont en constante évolution? Est-ce que c'est le manque de visibilité justement de ces métiers? Et vous essayez de rétablir le coche dans ce livre. Qu'est-ce que c'est? C'est difficile de répondre à cette question parce que la formation, elle existe. Je crois qu'on n'a simplement pas assez de monde pour faire ces métiers. Je pense que c'est surtout ça. Il n'y a pas énormément de freins pour quelqu'un qui est formé, qui connaît ce métier, qui est curieux. Franchement, il trouve un job assez facilement. On a encore une fois, on est en tension, donc ça veut dire qu'il y a plus d'offres que de personnes qui veulent faire ces métiers. Je pense que l'un des principaux freins, c'est le stéréotype de genre. C'est-à-dire qu'on a 20% de femmes dans ces métiers. Bon, c'est absolument pas normal. Et les femmes ne sont pas suffisamment formées pour tous ces métiers. Donc, un des freins, je pense, c'est le stéréotype de genre. Et il y a combien d'écoles pour le former au numérique? Est-ce qu'il y a des grandes écoles? Comment ça se passe en France? C'est une très bonne question. Il y a énormément d'écoles, ça s'est développé. Donc je pense que la question de la formation, elle est pas trop un problème. On a dans toutes les grandes écoles de commerce des spécialisations digitales. On a énormément de nouvelles écoles de commerce qui se sont d'écoles du digital
qui se sont créées. On a des formations pour les gens en reconversion. On a la Grande École du Numérique, Simplon. Donc il y a franchement une offre forte pour former les gens. Je pense que l'une des questions, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est de réussir à faire venir tous les gens, pas seulement les jeunes, les femmes, qui sont quand même très, très sous-représentées, et puis aussi la reconversion. Il y a aussi cette question-là de plein de gens qui pourraient trouver un job dans le digital, qui n'ont pas trouvé leur voie, je sais pas, à 30, 35 ans, qui se disent je veux faire autre chose. Et là aussi, il y a pas mal d'offres qui sont possibles, mais il faut trouver 600 000 personnes. Donc c'est un sujet démographique presque. C'est énorme. On doit former peut-être 100 000 personnes par an, et ça ne suffit pas. C'est intéressant votre question, Jeanne, parce que vous disiez, est-ce que ce sont des écoles privées ou publiques? On a l'impression quand même que sur ces sujets-là du numérique, du digital, majoritairement les écoles qui forment à ces métiers sont plutôt privées, sauf si je me trompe. Oui, il y a beaucoup d'écoles privées. Il y a des formations publiques qui existent, en université, des UIT, voilà, il y a des formations. Mais oui, majoritairement, c'est privé. Oui. Votre livre décrit donc 25 métiers qui recrutent dans le digital. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Je ne sais pas, un qui vous a marqué ou qui vous a titillé, ou c'était plus difficile de comprendre ces spécificités? Moi, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le métier qui recrute le plus, celui dont on parle presque plus maintenant, c'est le métier de développeur. Et donc ce métier-là, il reste un métier très important. Tout le monde a besoin d'un développeur, ou d'une développeuse d'ailleurs. Tout le monde a besoin de développer soit un site web, soit une application mobile, soit un certain nombre de services qui sont de plus en plus complexes à développer. Moi, j'ai envie d'insister sur ce métier-là. C'est quand même le métier sur lequel on recrute le plus, qui est en tension le plus fort. Donc il faut toujours des développeurs. Et là, clairement, il faut beaucoup de femmes. Il n'y en a pas. Alors, ça, c'est effectivement essentiel. Et vous parlez aussi, et ça, on va insister sur le fait que les jeunes filles et les jeunes femmes se lancent aussi dans ce métier, des métiers totalement nouveaux, comme celui de prompt engineer ou product builder. Ça, c'est complètement nouveau, c'est l'avenir aussi. Alors, prompt engineer, ça va me permettre d'expliquer comment on a construit ce livre, parce qu'à chaque fois, on va traduire le métier, d'accord? À chaque fois, on va donner une version française, parfois plus longue. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas dans le business, en fait, parce qu'on cherche un mot très court, mais prompt engineer, ça a une très jolie traduction, c'est dresseur d'intelligence artificielle. Voilà. Moi, j'aime beaucoup cette façon de présenter le mot, le métier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va apprendre à utiliser les bons mots, les bonnes phrases, les bonnes questions, les bonnes interrogations, les bonnes interactions qu'on va créer avec l'intelligence artificielle, quelle que soit l'intelligence artificielle, que ce soit du texte, de l'image, de la vidéo. Donc, c'est ça un prompt engineer. Et souvent, ce sont des métiers assez techniques, parce que ce n'est pas juste une question, une réponse, c'est un vrai échange qui se fait maintenant beaucoup par, disons, voie électronique. On va envoyer des messages en permanence et puis on va attendre les réponses. Donc ce n'est pas juste poser une question, c'est vraiment créer une interaction numérique avec l'outil. Donc voilà le métier de prompt engineer. Vous me posiez la question sur product builder. Oui. Product builder, c'est un créateur ou une créatrice du produit. Donc, ce sont des gens qui vont créer un produit numérique. Donc, dans le bouquin, on a posé la question à ceux qui nous expliquent leur métier de dire « Mais comment t'expliques ton métier à ta mère ?» Voilà, donc c'est assez drôle parfois. Là, on a une réponse assez amusante qui dit « Tu vois, maman, je fais comme papa. Je suis chef de chantier, mais un chef de chantier digital. Je crée un produit digital. » Voilà. Donc ça, c'est un moyen simple d'expliquer ces métiers. Alors évidemment, après, il faut lire les pages qui concernent le bouquin. Et puis, l'autre subtilité du bouquin, c'est que si on le veut, on peut flasher un QR code et écouter complètement l'interview. Donc il y a 200 pages podcast, et je crois qu'il doit y avoir 30 heures d'interview. Donc il y a de quoi faire. Un contenu très riche. Voilà, pour aller plus loin et pour vulgariser aussi tous ces métiers qui ne sont pas toujours évidents à comprendre. Merci beaucoup, en tout cas, Bertrand Jonquois. Ce que je vous propose, c'est de continuer à en parler dans un instant. On va parler d'intelligence artificielle aussi ensemble. Mais d'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau. Tracy lands first and Tanner Faust jumps second.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Bertrand Jonquois. Bertrand, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, vous nous parlez aujourd'hui d'un essai qui parle des enjeux historiques et théoriques de l'économie de l'attention dans laquelle nous vivons. Son titre, L'écorchement du monde, ça fait un peu peur, et son auteur, l'américain Jonathan Crary. Absolument, et ce livre est loin d'être le premier fait d'armes de ce prof d'esthétique de l'Université de Columbia à New York, Jonathan Crary, qui dans les années 90 a publié différents ouvrages, Techniques de l'observateur, Suspension de la perception, 24/7, qui, tous ces livres ont à cœur de nous interroger sur la façon dont l'histoire moderne a développé 1001 manières de capturer nos regards, des plus banals aux plus intimes, regards moins libres, moins contemplateurs que bien souvent captifs du capitalisme, dit-il, et ce depuis les dispositifs de divertissement inventés au XIXe siècle jusqu'aux techniques plus modernes de marketing qui utilisent la science, qui utilisent l'optique, l'oculométrie pour réussir à mieux les capturer et qui posent en filigrane la question, sommes-nous souverains quand nous regardons et sommes-nous libres de ce que l'on voit? Alors vous dites que l'auteur il remonte le fil de l'histoire, c'est ça? De quand date cette domestication du regard, Jeanne? Eh bien à très loin, puisque pour domestiquer leur propre regard, les hommes, le rappelle Jonathan Crary, ont dû domestiquer ce qu'ils voyaient au quotidien, mais aussi et peut-être surtout ce qu'ils ne voulaient pas voir. Jonathan Crary remonte aux Romains qui ont mené la première grande campagne, grande vague de déforestation. Et pourquoi? Eh bien parce que ces forêts, selon l'auteur, constituaient un obstacle physique à l'expansion romaine, autant que selon toujours les mots de Jonathan Crary, un phénomène fait de lumière et d'ombre qui perturbait la maîtrise perceptuelle et spatiale. Et il trouve dans ces coupes claires des débuts de la civilisation occidentale les racines d'une modernité industrielle où tout doit être soustrait à la vue. J'en veux pour preuve les travaux de plomberie, la modernisation des égouts, la délocalisation des abattoirs, l'avènement de l'agriculture industrielle. Tout dans la ville, en fait, et dans la vie moderne, devait permettre d'échapper à la vie et à ses saletés. Les odeurs, les propriétés matérielles du sol, le fumier, la cour de ferme, les bêtes. Alors en revanche, je ne suis pas sûre de suivre, Jeanne, c'est quoi le rapport avec l'économie de l'attention? Eh bien parce qu'en cachant tout ce qui terrait le désir de l'homme, tout ce qui terrait son rêve, eh bien, on allait permettre à la ville de devenir le lieu même où le regard allait devenir le plus grand allié du capitalisme moderne. Et en fait, le développement industriel, si l'on prend celui de la couleur synthétique par exemple, eh bien, il allait permettre le passage d'un monde en noir et blanc quasi à celui où les couleurs omniprésentes de la ville, depuis les réclames jusqu'aux feux de signalisation, allaient influencer nos comportements par des réactions ici d'attraction ou là de répulsion. Et cette attention particulière au regard, elle allait bientôt s'accompagner de moult recherches scientifiques. L'un de leurs auteurs s'appelle Émile Javal, il est français, et lui, il allait poser les bases d'une science aujourd'hui légion, l'oculométrie. En fait, lui, ce qu'il a étudié, c'était les mouvements saccadés de l'œil, qui, en fait, ce qu'on ne s'arrête, migre sans cesse à hauteur de 10 à 12 fois par seconde, et qui allait permettre aujourd'hui une science qu'on utilise dans les sociétés de communication, l'eye tracking. L'eye tracking, c'est un outil qui permet d'analyser le comportement du regard pour optimiser en fait la distribution du contenu sur nos pages internet, sur nos journaux, nos packaging, et vous en parliez tout à l'heure, permettre le développement de l'UX design, l'expérience
utilisateurs. Donc, selon Jonathan Carry, on est loin d'être des sujets libres. Absolument. L'auteur, il nous montre en effet la façon dont nos sens, surtout celui du regard, mais aussi tous les autres, sont au cœur du techno-capitalisme, surtout quand on passe des technologies, enfin en tout cas des sciences telles l'opiométrie, à aujourd'hui une technologie toujours plus développée, quand on nage en plein règne de la computer vision, la vision par ordinateur, où la faculté du regard est déléguée à la machine, ainsi que celle de reconnaissance. Puis, quand de cette vision par ordinateur, on passe aujourd'hui à ce qu'on appelle l'informatique affective. Et ça, c'est quoi? C'est une informatique dans laquelle on se lance à pleine vitesse avec des sociétés américaines comme Affectiva. On voit à gauche que cette société promet de comprendre par la reconnaissance des expressions faciales comment le consommateur interagit avec le contenu, le produit et les services, ou des startups israéliennes comme Beyond Verbal, on le voyait à droite de l'image, qui, elles, utilisent non plus le regard, mais la voix et l'IA pour révéler des biomarqueurs vocaux qui indiquent tel ou tel problème de santé. Alors donc, est-ce que c'est pour le meilleur ou est-ce que c'est pour le pire? En tout cas, il est important de lire ce que Crary présente à notre intention. Attention, une attention cette fois-ci questionnante, qui se pose cette question de notre statut, à savoir, est-ce que en tant qu'humain, on est souvent plus objet que sujet, ou sur un monde devenu un vaste laboratoire, dit-il, où en fait, il s'agit de coloniser toutes les parties de la vie, depuis ses aspects les plus intimes, tout en faisant de nous, eh bien, des entrepreneurs de notre propre capital humain. Ce livre est bientôt traduit donc aux presses du réel. Si vous êtes trop impatient, vous pouvez toujours le lire en anglais. Merci beaucoup, Jeanne. Je voyais Bertrand qui buvait vos paroles, je Excellent. crois. Excellent, toujours. L'UX design aussi, on va en parler dans un instant. Mais... Les métiers se digitalisent aussi. Il y a aussi cette notion-là, important. Expérience utilisateur. Bon, on continue à en parler. Merci beaucoup, Jeanne, en tout cas pour cette chronique. On lance tout de suite la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler avec vous, Bertrand Jonquois. Et je rappelle votre livre « Je trouve un job dans le digital, les métiers qui recrutent et les conseils de pros pour réussir ». Alors dans ce livre, vous mentionnez aussi la grande école du numérique. On en a très rapidement parlé tout à l'heure. Samia Ghoslan signe même une partie de votre préface dans votre ouvrage. Exactement. Qu'est-ce que cette école, pour celles et ceux qui ne connaissent pas là aussi, propose et comment est-ce qu'elle peut aider justement celles et ceux qui pourraient se chercher à se former à tout âge? Elle propose en fait des labellisations de formation, d'accord ? C'est-à-dire que certaines formations sont labellisées par la Grande École du Numérique, qui n'est pas réellement une école, qui est un label. Et donc, elle permet, grâce à ce label, d'accompagner notamment les personnes en reconversion, d'accompagner les personnes au chômage, les personnes qui cherchent un emploi. Et donc, c'est une action très importante qui est menée déjà depuis plusieurs années par la Grande École du Numérique. Et il y a aussi pas mal d'études que j'utilise dans le bouquin, notamment une cartographie des métiers. Je me suis beaucoup servi de cette cartographie qui est très bien faite, parce que justement, la Grande École du Numérique cherche à toucher tous les publics, y compris dans la création, dans la communication, dans l'intelligence artificielle, bref, tous les métiers du digital. Ça m'a beaucoup aidé pour travailler, et Samia a été très utile. Et ça recrute de partout, on peut y aller. LinkedIn aussi, c'est souvent présenté comme, on le sait, un outil incontournable pour le recrutement. Quels conseils vous donneriez aux jeunes et moins jeunes d'ailleurs pour optimiser son profil, attirer les recruteurs dans le digital? Ça, c'est une bonne question qui revient souvent de la part de mes étudiants. Oui. Mais la remarque des étudiants, et je pense que c'est intéressant pour expliquer ça, c'est que LinkedIn, c'est un réseau de vieux. Et c'est ce qu'ils vous disent? Oui, ils ont raison. C'est les gens qui ont 35, 40 ans, mais à la fois, c'est eux qui vont recruter. Très vieux. Très vieux, Jeanne. Désolé. Mais c'est eux qui recrutent. Donc c'est ça le pas le plus important pour les plus jeunes qui nous écoutent. C'est de se dire, il faut aussi que je parle à mon père, à mon oncle, à ma tante, parce que c'est eux, ce genre de profil qui va recruter, regarder mon profil et me recruter plus tard. Donc c'est ça le premier pas. Donc ça veut aussi dire qu'il faut parler différemment. Moi, je prends souvent cette image en disant, voilà, on frappe à la porte, on demande si on peut rentrer, et on ouvre, et on discute avec les gens. Voilà, donc on ne fait pas « t'es tout de suite mon copain ». Ça ne marche pas sur LinkedIn. Donc, on met un petit mot, voilà, on fait un minimum. Comme dans la vraie vie, quoi. Comme dans la vraie vie, exactement, comme dans la vraie vie. Dans le livre, vous parlez aussi de la marque candidat. C'est quoi la marque candidat ? Ça, c'est un super sujet qui a été développé par Christelle Defoucault, qu'on a interviewé, qui est une de nos expertes. Et c'est l'idée qu'en face de la marque employeur de l'entreprise, celle qui permet de développer et de rayonner pour recruter, le candidat doit aussi créer sa propre marque candidat.
C'est-à-dire effectivement rayonner sur les réseaux sociaux, savoir se présenter, savoir expliquer les choses, donc travailler son propre personal branding. Oui, sa propre image de marque. Et un des exemples que je trouve très intéressant qui a été présenté par Christelle Defoucault, c'est de dire que à qualité égale, à candidat égal, l'entreprise va recruter quelqu'un qui est fort sur sa marque candidat parce qu'il va faire rayonner l'entreprise quand il va être recruté. Ouais. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est aussi de se dire, voilà, quand je serai embauché, je pourrai parler de l'entreprise dans laquelle je suis. Bien sûr, ça fait toute la différence. L'intelligence artificielle aussi, vous en parlez beaucoup dans ce livre. On en parle régulièrement, vous le savez, dans cette émission. C'est un thème de plus en plus central. Comment cette technologie, elle influence, selon vous, les métiers du digital? Lesquels, d'ailleurs, en bénéficient le plus? Est-ce que c'est une mode ou est-ce qu'on a dépassé le stade de mode pour venir vraiment dans un truc où là, ça devient concret, ça devient sérieux? Là aussi, on a interrogé pas mal de gens sur ce sujet, donc je pense avoir un avis qui est relativement partagé par beaucoup de gens. Et une des remarques que je trouve intéressante, c'est que, c'est une lame de fond. On n'est pas en train de dire que demain, on n'en parlera plus. Je pense que ça va continuer à exister sur le long terme. Par contre, ce que je trouve intéressant à dire, c'est que si on est UX designer, on en parlait tout à l'heure, si on est SEO manager, si on est développeur, voilà, il faudra travailler avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas trop travailler pour l'intelligence artificielle, c'est travailler avec l'intelligence artificielle pour son propre métier. Donc ça veut dire que c'est une nouvelle compétence qu'il va falloir adopter. Et là aussi, je pense que les entreprises sont plus à même d'embaucher un SEO manager qui manie déjà l'intelligence artificielle pour optimiser le référencement de son site, par exemple. Et aujourd'hui, les formations le prennent déjà en compte. Oui. Vous avez remarqué. C'est déjà intégré. Bon, c'est toujours un peu polémique parce que c'est aussi un moyen de triche quand même. On le voit bien dans certaines écoles. Alors justement, j'allais vous poser la question. Son mémoire ou son rapport de stage par ChatGPT. Bon, mais bon, ils ont bien compris que quand même on vérifie. Mais il y a cette tendance. C'est possible de vérifier ? Oui, c'est possible de vérifier. Il y a plein d'outils qui permettent de vérifier. Et puis il y a quand même un élément, je pense, qu'on indique aux candidats, à tous les étudiants avec lesquels on travaille, qui est de dire, il y aura un oral. Pour soutenir son mémoire, si on ne l'a pas écrit, ça va se voir. C'est plus embêtant, effectivement. Pour ceux et celles d'ailleurs qui souhaitent se former au métier du digital, selon vous, c'est quoi les voies les plus accessibles ou la voie royale ou celle que vous recommanderiez? Est-ce qu'il faut forcément avoir une formation technique et avoir fait des maths au baccalauréat et dans ses études? Ou est-ce que c'est plus une question d'intérêt et de soft skills derrière? Je crois que ça dépend du métier qu'on veut faire. Ouais. Il y a plein de métiers qui ne nécessitent absolument pas de maths. Si on veut être web designer, si on veut être, rédacteur web, faire les posts sur Instagram, etc., on n'a pas besoin de maths, on a besoin de savoir écrire, et bien écrire. Et on en a encore besoin aujourd'hui à l'heure de l'intelligence artificielle? Bien sûr. Ouais, ça, on ne fera pas rédiger par une intelligence artificielle les posts qui concernent une marque, j'y crois pas. En tout cas, on les fera vérifier. Parce qu'il faut quoi? Il faut une âme que pour l'instant l'intelligence artificielle n'a pas, elle a encore ses limites? Ouais, il faut interagir avec les clients, donc ça veut dire qu'il faut les comprendre. On voit si ça marche, si ça marche pas, si on a des réactions, quelles réactions on a. J'imagine que vous aussi, vous êtes présente sur les réseaux sociaux, vous voyez bien ce qui se passe. Et parfois, un mot suffit à ne pas se faire comprendre. Tout à fait. Donc, évidemment, on peut se faire aider par l'intelligence artificielle, ça ne n'empêche pas. Mais on aura toujours quelqu'un qui sera là pour vérifier. Donc voilà, toute la partie créative, elle ne nécessite pas de maths. Alors après, toute la partie data, qui est peut-être l'enjeu le plus important pour les prochaines années. Évidemment, pour de l'intelligence artificielle, il faut de la data. Il faut se servir de la data pour alimenter l'intelligence artificielle. Là, il faut des maths un peu sérieuses pour travailler là-dessus. Bon, en tout cas, vous nous dites que les métiers du digital recrutent et toutes les informations sur justement les nouveaux métiers, on les retrouve dans ce livre. Je trouve un job dans le digital, les métiers qui recrutent et des conseils de pros pour réussir. C'est chez Duno. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bertrand Jonquois d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à notre chroniqueuse du jour, Jeanne Dreyfus. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, on se retrouve comme tous les jours dès demain, 12h30 et toujours sur School TV. Bonne journée.